بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme annoncé la semaine dernière en fin d'émission et après avoir parlé de la violence dans les religions et plus précisément la violence liée à l'islam, du moins selon les médias internationaux, nous avons dit que nous allions aujourd'hui aborder un thème très très important et qui est la reconstruction de soi. C'est d'ailleurs ainsi que nous avons intitulé cette émission. En quoi consiste justement cette reconstruction que doit opérer le monde musulman à notre sens et que nous sommes, et dont nous sommes tous concernés. Donc, pour débattre de tout cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous messieurs Messoud Boudjnoun, je pense à monsieur Bardouane, puisse Dieu le préserver, et professeur Belmeki. Je commencerai par vous, monsieur Boudjnoun. Cette reconstruction dont nous sommes en train de parler, doit-elle s'inscrire dans un mode opératoire lié pratiquement au repentir? Nous deviendrions des repentis, parce que c'est ce que veut l'Occident de nous. Ou bien cette reconstruction s'inscrit-elle justement dans le sens de la réforme apportée par l'islam? C'est vrai que nous avons parlé plusieurs fois, donc pendant plusieurs émissions, je pense, de la réforme en islam. Absolument. La réforme telle que voulue par l'islam, mais non pas telle que voulue par certains pseudo-réformistes, réformateurs qui veulent réformer l'islam et non pas réformer peut-être la pensée de l'islam, oui, peut-être, pourquoi pas, réformer le comportement du musulman, pourquoi pas, mais réformer l'islam en tant que tel, cela pose problème. Donc, c'est vrai que, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, en tant que musulmans? Il faut être soi-même, être musulman. Ça me rappelle un livre écrit par un auteur musulman qui s'appelle Abdelkrim al-Khatib, que Dieu ait son âme, qui est mort, qui s'appelle Muslimouna wa Kafa. Voilà. Musulman et tout court, ça suffit. Donc, musulman, comme nous a appelé le Coran, voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment ou un autre de la vie de chaque être humain, de chaque musulman en particulier, il y a des hauts et des bas. Il y a des vicissitudes comme ça de l'histoire, de la vie sociale, économique, politique, où on fait face à des problèmes, à des questionnements, à des difficultés, etc. Donc, et le musulman a besoin d'y faire face, donc avec les moyens qui sont en sa possession, avec les outils déjà qu'il possède et qui sont en premier lieu sa foi. Donc nous avons déjà cette foi qui nous permet d'affronter les problèmes, d'affronter les difficultés de la vie avec sérénité et certitude. Et même avec cette foi, c'est vrai que le comportement du musulman, déjà même la foi du musulman, comme disent les juristes musulmans, contrairement à celle des anges qui est toujours stable, fixe, contrairement à celle des prophètes qui augmente toujours vers le haut. Donc la foi du musulman lambda, voilà, du musulman lambda, du musulman normal, est une foi qui a des hauts et des bas. Mais cela ne doit pas empêcher un musulman de se réformer, de voir quotidiennement comment son comportement
de faire son mea culpa, de faire son autocritique, comme disait Sidna Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites votre autocritique, faites votre remise en cause. Mais pardon, Monsieur Boujnoun, le mea culpa, il s'inscrit dans ce qui se passe actuellement, dans ce qui fait l'actualité actuellement. Attendez. Pour beaucoup, nous musulmans sommes appelés, parce que n'oubliez pas, les 2 précédentes émissions, nous avons parlé de violence et d'islam et nous sommes revenus sur les faits qui se sont déroulés à Paris. Le crime, enfin les journalistes de Charlie Hebdo assassinés. Nous l'avons bien dit, l'islam condamne ce type d'acte. Mais une reconstruction de soi, dans toute cette mondialisation qui ne cesse de nous grignoter de toutes parts et qui veut carrément nous décimer, cette reconstruction passe-t-elle par une sorte de... Parce que beaucoup de musulmans, on leur demande de se justifier. C'est ça le mea culpa, ou bien un mea culpa qui s'inscrit chez chacun dans un ordre logique de reconstruction de soi vis-à-vis de Dieu? Je pars tout d'abord de cette deuxième partie. C'est-à-dire que chaque musulman, quotidiennement, doit favoriser un travail du cœur qui fait qu'il est constamment remis en question, remis en cause. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai que les musulmans actuellement font face à une focalisation systématique, à une tentative de culpabilisation de la part des Occidentaux et qui leur disent en même temps il faut vous justifier, il faut vous démarquer voilà, comme si les musulmans ont quelque chose à se reprocher or nous avons montré dans nos émissions précédentes que cette violence qu'on veut imputer à l'islam n'a rien à voir avec le vrai islam que nous connaissons. Bien sûr, il va de soi que je disais que les musulmans ne sont pas des anges. Et de temps à autre, c'est vrai qu'il y a des musulmans qui n'ont pas bien compris l'islam, qui commettent des actes aux antipodes de la vraie image de l'islam et qu'il faudrait condamner, cela va de soi. C'est non. Mais de là à vouloir nous rendre tous, en tant que musulmans, coupables de quelque chose, et nous demander de nous justifier, c'est là quelque chose que nous ne pouvons accepter. Et pour revenir à ce qui s'est passé dernièrement, je dirais cette tentative sournoise à chaque fois qu'il y a un acte commis par des musulmans, on l'impute tout de suite à l'islam en tant que religion. Mais lorsqu'il s'agit d'un acte commis par un juif ou un chrétien ou un bouddhiste ou un hindouiste, là on fait le distinguo entre l'auteur et ce qu'il est censé représenter. Voilà. Justement, il y a eu, parce que bon, on parle des frères Kouachi. C'est un crime, hein. Nous le reconnaissons en tant que tel. C'est un crime abominable, bien sûr. C'est un crime terroriste. Là, personne n'en disconvient. Mais par exemple, je pourrais citer en 91 l'exemple de Baruch Goldstein. Le problème, c'est que cet homme était médecin à New York. Oui. Il décide du jour au lendemain d'aller vivre en Palestine occupée, exactement, au prétexte que voilà, il va faire partie de ce grand rêve de la fin des temps, d'Israël en quelque sorte. Un principe religieux politisé par Theodor Herzl et comparses qui étaient tous des athéistes. Ne l'oublions pas. Parce que là, on veut défendre la laïcité et l'athéisme. Les plus grands crimes ont été commis par les laïcs, et les athées. Contrairement aux religieux. Il ne faut pas oublier
les dizaines de millions de croyants qui ont été massacrés en Russie communiste, en Albanie, ou le fait même de jeûner ou de pratiquer la prière était considéré comme un crime et passible de la peine de mort, carrément. Oui. Donc, Baruch Goldstein, il est venu. Il est entré en plein prière de l'aube dans la mosquée d'Ibrahim, alayhi salam. Il a tué des gens alors qu'ils étaient prosternés. Pire que cela, au moment même où on enterrait ces martyrs, il y a des snipers sionistes qui étaient postés et l'une des victimes a été tuée alors qu'elle enterrait un proche. Si bien qu'on a laissé la personne dans la tombe. Tout court. Donc, tout ça, ça passe comme ça. En 2011 aussi, le crime qui a été commis en Norvège par quelqu'un qui s'appelle Breivik et qui se considérait comme un partisan de Charles Martel qui veut faire une croisade, une nouvelle croisade contre les musulmans et qui a tué, massacré des dizaines d'enfants et personne n'a fait de corrélation avec sa religion. Les origines religieuses de cette. Voilà, ce qui se passe aussi ce qui s'est passé en Inde, où des hindouistes fanatisés avaient détruit la grande mosquée à Ayodhya, qui avait 10 siècles d'existence et qui ont tué des milliers de musulmans après la destruction de la mosquée. Et les journaux, quand ils parlent, ils disent les nationalistes hindous, les nationalistes indiens. Ils disent même pas que c'est... Alors qu'on sait très bien que le Parti nationaliste est un parti à essence religieuse. Tout à fait, qui actuellement gouverne en Inde. Idem pour les bouddhistes, ce qu'ils sont en train de faire à Myanmar. Et on dit que c'est des nationalistes qui ne considèrent pas les musulmans comme étant des Birmans. Donc, mais lorsqu'il s'agit de l'islam... il y a même cette fameuse prix Nobel, comment elle s'appelle? Oui, enfin un nom un peu... Et qui n'a pas dit un simple mot lorsque les musulmans sont soi-disant qui étaient inopposantes à la junte militaire birmane. Mais lorsqu'il s'agit de musulmans, elle n'a pas dit un seul mot pour condamner le génocide qui est en train de s'exercer contre les musulmans. Mais quand il s'agit des musulmans, même pas, des fois, il a un nom musulman. Il s'appelle Mohammed, ou je sais pas, ou Omar, ou Ali, mais peut-être qu'il ne fait même pas la prière. Et lorsqu'il commet, comme c'est un acte de violence, de terroriste, tout de suite, c'est l'islam qui est visé. Voilà. En tout cas, juste pour rappel, quelque temps après ce qui s'est passé avec les frères Kouachi, il y a eu une prise d'otage à la Poste, même, et à certains médias de dire non, finalement, c'était pas un terroriste, c'était un Français. Voilà. Donc on a une manière de classer les choses qui est un peu bizarre. Mais bon, nous sommes des tiers-mondistes, nous n'arrivons pas à comprendre tout. Parce c'est d'une transcendance telle que pauvres incultes que nous sommes, n'arrivons pas à comprendre. Maintenant, professeur Belmeki, dans cette logique de reconstruction, ce que vient de dire M. Boujnoun s'inscrit dans une démarche personnelle. A-t-on, avec tout ce qu'a connu le monde musulman comme tumulte depuis la grande période coloniale, a-t-on des exemples, ou bien peut-on considérer certains exemples comme étant des modèles? Par exemple, l'Indonésie, la Malaisie, peuvent-ils servir de modèle? Sans oublier que nous sommes là dans des pays où c'est essentiellement la pensée d'un grand penseur algérien qui est Malik Ben Nabi, rahmatullahi alayhi, qui fait office de constitution, qui les inspire. Effectivement, il y a des exceptions à cette situation dont vous avez décrit les différents aspects. Mais je crois que le problème ne se pose pas à ce niveau-là.
c'est une question de personnalité. Vous avez cité l'Indonésie et la Malaisie. On peut aussi citer la Turquie, surtout dans les années, les 10 dernières années, les 15 dernières années. À partir du moment où il y a eu des gens comme Arbakan et Oui. Erdogan. Oui. Arbakan, c'était Hizb al-Fadila. Oui. La différence entre ces peuples, l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie, et les peuples arabes, c'est l'émotionnalité. Les Arabes sont émotionnels, trop émotionnels. Ils raisonnent très peu. Je pourrais même dire, entre guillemets, que c'est des réactionnaires. Ils réagissent de façon primaire aux problèmes qui se posent. Premier point. Deuxième point, il y a un déterminisme historique. C'est une causalité objective dont il faut tenir compte. Quelle est-elle? Les Avant deux que vous ne passiez aux autres points. les deux derniers siècles, c'était des siècles de colonisation. Oui. Et de colonisation, c'était des colonies de peuplement. Ce n'était pas uniquement des colonisations comme par exemple la Malaisie et l'Indonésie étaient colonisées. Oui. Mais ce n'était pas une colonisation de peuplement. C'était une présence étrangère. L'Inde aussi. Oui, Oui. c'était une présence étrangère motivée par les dividendes commerciaux, Les richesses. les richesses. Oui, mais attendez, quand vous parlez justement de l'Inde, les deux se sont opérés différemment selon les ethnies, enfin selon les religions. Peut-être que pour les hindous, ceux qui adoraient les vaches et autres animaux et objets, c'était beaucoup plus une présence britannique, mais pour ce qui est des musulmans, ils ont carrément été déportés. Delhi, c'était Dihli, tout le monde le sait. Et ensuite, on a chassé une population, on l'a remplacée par une autre population, et on a carrément travesti le nom. C'est New Delhi au lieu de Dihli, à la base. Et pardon, docteur, pour votre information, juste un petit mot. La première fois où le mot terrorisme a été utilisé, c'est lors de la révolte, ce qu'on appelle la révolte des Sipais en Inde. C'était une révolte faite par des militaires hindous et musulmans. Et dont le commandant était un musulman qui s'appelait Tipu Sahib, Sultan Tipu Sahib. Et ça a donné l'occasion aux Anglais de parler de terrorisme. Parce qu'il y a eu un soulèvement anti-britannique en Inde, qui voulait l'indépendance de l'Inde. Et on pense, bon, juste avant, j'aimerais bien que vous reveniez justement sur ça. Quand vous dites, vous avez donné deux raisons. La deuxième, c'était le déterminisme historique lié justement à la colonisation. Mais quand vous parlez aussi de l'émotion chez les Arabes, ou chez les musulmans tout court, les musulmans justement d'Inde n'ont pas fait preuve justement, ou n'ont pas été sujets à leur émotion en voulant se retirer de l'Inde. Parce que en parlant de Melk Ben Nabi voyait que la chose n'était pas du tout de mise. Vous parlez de la création du Pakistan. Oui, il était Le contre. Pakistan et le Bangladesh. Oui. Vous avez cité Mais Myanmar, c'est des attendez, Bengalis d'origine. oui, mais attendez, parce que justement dans cette logique de destruction du monde musulman, il semblerait après coup, ou à la lumière des faits historiques tels que nous les connaissons actuellement, c'est-à-dire après qu'un bon nombre d'entre eux aient été déclassifiés, que les Britanniques ont tout fait justement pour qu'il y ait cette scission entre les deux. Tous les régimes coloniaux, tous les régimes coloniaux ont procédé à un moment ou à un autre de leur présence dans les pays colonisés à des déplacements humains. Des déportations Des de masse. déplacements. Ils ont déplacé massivement des populations. Et ces déplacements trouvaient leur justification, entre guillemets, parce que rien ne justifiait de tels comportements, de telles mesures, trouvaient leur justification dans des appartenances ethniques. Donc automatiquement, ils ont créé des clivages ethniques. Pour mieux peut-être fragmenter les pays sur Pour le plan fragmenter, géographique. mieux les contrôler. Ce qu'ils ont fait avec les Israéliens, les Juifs,
Les Britanniques, oui. voilà. On parle Ces interventions étrangères, donc il y a un président sud-américain qui a été éliminé par les services secrets américains, justement, à cause des richesses de son pays, et qui ne voulait pas partir. Il parlait de présence oppressante du Nord, la présence oppressante des Américains. Il le disait, on en a marre de cette présence oppressante du Nord. Donc, alors que dire d'une colonisation pure et simple, c'est-à-dire une présence armée, appuyée par des colons, donc une présence de colonisation, de peuplement. Donc, ça demandait justement le déplacement d'autochtones pour les remplacer par des migrants et des immigrants. C'est ça le problème. Les sociétés musulmanes ont été déstructurées par le colonialisme. Tout ce qui a été acquis avant la période coloniale a été détruit. Il y a eu un arrêt carrément du flux civilisationnel. Voilà, une rupture dans le processus civilisationnel de ces peuples. Et l'apogée de cette rupture, c'est Sykes-Picot. C'est le partage de Sykes-Picot après la Première Guerre mondiale. D'accord. Donc pour revenir à la reconstruction, les modèles turcs, malaisiens et indonésiens. Ils se caractérisent par un dénominateur commun. C'est le recentrage sur eux-mêmes. C'est-à-dire ils ont développé une vue analytique de leurs problèmes, mais de façon centripète, pas centrifuge, c'est-à-dire dirigée vers eux-mêmes. Et ils ont été très rationnels dans leur analyse et dans le développement de méthodes pour sortir de l'ornière. Par exemple, la Corée du Sud, la Malaisie, ont acquis leur indépendance à peu près en même temps que l'Algérie. La Malaisie, par exemple, c'était en 1957, l'Algérie en 1962. Donc il y a 5 années de différence. La Malaisie n'a pas les atouts physiques, l'appui de l'espace, la surface du territoire. Elle n'avait que de richesse que sa masse humaine. Mais du point de vue géophysique, géopolitique, elle était très désavantagée. Mais pourtant, ils font partie des pays émergents. C'est un pays émergent. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré leurs problèmes de façon rationnelle, pas émotionnelle comme on le fait, de façon rationnelle, et ils ont exploité leurs atouts. Parce que chaque peuple, Dieu lui a fait le présent d'une série d'atouts qui lui est spécifique. Quand on regarde, quand on fait la lecture saine et objective des atouts que Dieu nous a donnés, on devrait pouvoir s'en sortir. Le problème, c'est que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes manipulables. Le monde musulman n'est plus le monde musulman. Il y a des pays musulmans. Et chaque pays musulman est une planète qui gravite autour d'un soleil virtuel. Parce qu'avant, le monde musulman, c'était une série de planètes. Donc le nombre de planètes, c'était le nombre de pays musulmans qui gravitaient autour d'un soleil. Ce soleil, c'est l'islam. Mais l'islam authentique. C'est le modèle universel de l'état prophétique. Qui est un modèle universel, on peut l'appliquer n'importe où, sur Terre, avec les composantes locales, les spécificités locales, etc. Nous, on a largué ce modèle, on l'a perdu. Et c'est le repère principal qui a fait que maintenant nous sommes en train d'errer. Nous sommes en errance dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à une pitié quelconque de la part des prédateurs qui nous entourent. Ça, c'est sûr, oui. Donc c'est ça le problème. Alors, pourquoi ne pas faire, par exemple, comme la Malaisie? La Malaisie, ils ont fait leur choix. Ils se sont dit, bon, nous sommes musulmans, notre mentalité en tant que Malais, parce que la Malaisie, c'est multi-ethnique, hein, mais l'ethnie majoritaire, oui. elle est majoritaire. Oui. Même la langue majoritaire, c'est le malais. Donc ils ont déjà fait leur choix. Langue nationale et officielle, le malais. Langue de travail, l'anglais. Ils ont évacué ce problème. Deuxième problème, l'appartenance à l'école juridique. Ils ont choisi l'école juridique shafi'iyya.
Alors que dans la majorité de ces pays, c'est le hanafisme. Oui, Hanaf, oui. oui. Maintenant, L'Indonésie, c'est Hanaf, la majorité. Turquie. Voilà. etc. Alors, pour comprendre cette école juridique chaférite, quelle pensée nous convient le mieux? Ils ont choisi la pensée ash'arite. Le point de vue dogme. Dogme, du point de vue dogme, Oui. la pensée, le fikr al-ash'ari. Maintenant, comme l'a dit Mohamed Mahathir lui-même, il a dit à une personnalité algérienne, d'ailleurs, qui lui a interviewé, je crois en 2008, comme ça, il a fait une visite en Malaisie, il l'a interviewé. Bon, j'ai oublié son nom parce que j'ai lu ça sur un quotidien francophone, il y a longtemps. Il lui a dit que nous, en Malaisie, nous ne sommes ni socialistes, ni capitalistes, nous sommes pragmatiques. Et le pragmatisme choisi par la Malaisie, c'est la pensée Melk Ben Nabi, Oui. qui est un Algérien. Oui. D'ailleurs, pardon, c'est un processus rationnel qu'ils ont adopté. Et ils ont cogité, ils ont compris la problématique, ils ont fait leur choix. Ils ont oublié les contingences qui les entouraient. Ils ne sont pas faits comme ce qui se passe dans le monde arabe. On cherche une allégeance par-ci, une allégeance par-là. On rentre dans les combines des Américains, de ceci, de cela. Ils n'ont rien fait de cela. Ils ont fait leur choix et ils ont commencé à l'appliquer de façon rationnelle, froide. Bon, c'est normal qu'on ait des émotions, on est des êtres humains, mais la raison doit toujours prévaloir dans ces situations. Donc c'est une question de mentalité d'abord. Pardon, avant que vous ne poursuiviez, non, c'est pas une question de mentalité, justement, c'est une question de choix. Parce qu'en parlant de Melk Ben Nabi, au moment où vous parliez, je me suis souvenu d'un texte que j'ai. Quoi qu'il en soit, dans les conditions de la Renaissance, quoi qu'il en soit, pour se guider dans le chaos actuel, le monde musulman ne peut plus trouver ses lumières en dehors de lui-même, et en tout cas ne peut plus les demander à un monde occidental si proche de l'Apocalypse. Il doit chercher ses voies nouvelles pour découvrir ses propres sources d'inspiration. Néanmoins, quelles que soient les voies nouvelles qu'il pourrait emprunter, le monde musulman ne saurait s'isoler à l'intérieur d'un monde qui tente à s'unifier. Il ne s'agit pas pour lui de rompre avec une civilisation qui représente une grande expérience humaine, en parlant bien entendu de la civilisation occidentale actuelle, mais de mettre au point ses rapports avec elle. Oui. Et apparemment, ils ont réussi. Tout ce que je viens de dire, c'est dans l'optique du titre. Du titre, oui. Les voies de la Renaissance. Voilà. Et dans le cadre. Il y a les conditions de la Renaissance. Tout ce que je viens de dire, c'est dans le cadre du titre de l'émission elle-même. Comment reconstruire? La reconstruction se fait par étapes. J'ai parlé de mentalité parce que tout processus qui se veut efficace, qui veut arriver à ses buts, doit passer par 4 étapes. La première étape, c'est la conceptualisation. Il faut s'asseoir quelque part, analyser et sortir avec un concept, une vue nouvelle, au moins une idée d'un paradigme nouveau, au moins. Et puis vient l'étape de l'étude. On passe à des ateliers, des groupes de pensée, de brainstorming, etc. Et on étudie cette option, cette conception. Est-ce qu'elle est viable ou non? Si elle est viable, on passe à la troisième étape. Le-tasmim, c'est la prise de décision. La réalisation. Non, la réalisation, c'est une file, c'est carrément l'application. Oui, on va schématiser, mettre une feuille de Donc route. il y a 4 étapes qu'on ne peut expérimenter qu'à travers un processus rationnel. Il faut sortir de ce marasme scolastique, ces problèmes émotionnels, ces problèmes de ceci. Lui, il est ceci, lui, il est cela. Maintenant, au départ, il y avait un seul islam. Il y avait un seul islam, authentique, tel que pratiqué par le prophète et ses compagnons. Maintenant, surtout avec 36 000 islams. Pour les géopoliticiens occidentaux, il y a un islam vert. Non, il y a un islam rouge. Il ne faut pas entrer dans leur jeu. Oui, mais ils nous l'imposent, ils nous le suggèrent, ils nous l'imposent. Un islam rouge, c'est les anciennes républiques soviétiques, le glacis communiste, là, les républiques soviétiques. Un islam noir, maraboutique, un islam chiite, un islam sunnite, un islam... Il y a un seul islam. C'est l'obédience à Dieu, la soumission à Dieu.
dans le cadre révélé, dans la pratique. Le Coran et la tradition. Voilà, dans la pratique du prophète et de ses compagnons. Tout ce qui est inventé après, c'est des hérésies ou c'est des portes ouvertes vers des hérésies. Donc il faut déjà faire un choix, comme l'ont fait les Indonésiens et les Malaisiens. Choisir notre école juridique, parce qu'on ne peut pas naviguer sur toutes les écoles juridiques. Il y a un proverbe d'ailleurs qui dit que من أخذ برخص كل المذاهب أخذ شرهم كله, quelque chose comme ça. Il faut pas, le pragmatisme a ses limites. Hein. Il ne faut pas faire de l'opportunisme. On choisit. Parce que quand on choisit... On ne peut pas, de toute manière, on ne peut pas combiner. Tout comme si on combine entre deux religions, on va faire un syncrétisme. Si on combine plusieurs idées, quand bien même elles seraient convergentes en apparence, ça pourrait poser des problèmes. Absolument. Et pourquoi j'ai parlé de mentalité? Parce que, comme dit le proverbe, connais-toi toi-même et tu connaîtras Socrate. La nature des dieux. C'est aussi gainant, hein. Connais-toi toi-même. Oui. Et on dit qu'il y a un hadith, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Je ne sais pas si c'est authentique ou pas. Mais de toute façon, c'est une sagesse. Même si c'est un... Mais ça entre dans le... C'est une sagesse. Même si c'est un hadith faible, avec ça peut... Déjà, si on fait un effort pour nous connaître nous-mêmes, nous allons déjà voir plus clair. Oui. Pour le moment, on est en train de nous débattre dans un scénario néfaste, créé par notre environnement mondial. On n'est pas une île isolée, on ne peut pas vivre, surtout en temps de mondialisation. Oui. Parce que je parlais tout à l'heure de mondialisation, de changement de paradigme. Avant la Deuxième Guerre mondiale, nous vivions dans un système terre. C'est-à-dire que les éléments du pouvoir, parce que nous avons un problème de pouvoir, de gouvernance. C'est le problème majeur des pays musulmans. Les éléments du pouvoir sont trois. On l'a dit, je crois, dans une séance passée. Le territoire, la population et les richesses. En maîtrisant ces trois éléments, la Malaisie a réussi. Ils ont maîtrisé leur territoire en acceptant une société multiethnique. Absolument. En vivant, en préservant leur souveraineté. Ils se sont réappropriés leur culture et leur histoire des griffes du colonialisme britannique. Et ils ont bien géré une gestion rachida, une bonne gestion, une bonne gouvernance de leur richesse. Maintenant, la Malaisie, elle exporte des circuits imprimés, intégrés, elle exporte du caoutchouc, elle exporte des appareils électriques, des produits industriels. Sans avoir ni de pétrole, ni de gaz. Ni rien. Donc le pouvoir réel... C'est la matière grise. Voilà. Quand on maîtrise ces trois éléments, on maîtrise les choses. Dans le monde arabo-musulman, on ne maîtrise pas ces trois éléments. Moi, je voudrais parler, si vous permettez. Non, parce que c'est très important, cette histoire de changement de paradigme. Dans ce monde terre, il y avait une vision, un cadre mental dans lequel on voyait les choses. Alors, un colonisateur, un prédateur, comment il va se comporter avec nous? Il va occuper le territoire militairement. Le premier élément du pouvoir. Il va vous loter, donc. Voilà. Il va l'occuper militairement. Il va envoyer sa soldatesque. La population, qu'est-ce qui pour la subjuguer, l'aliéner, la maîtriser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui détruire sa culture et son histoire et ses référents identitaires. C'est ce qu'a fait le colonialisme français. Voilà. Et les ressources, il va les exploiter au détriment des autochtones. Voilà. C'est ce qu'a fait le colonialisme. Mais dans le nouveau paradigme, la mondialisation, le territoire n'est plus le territoire géographique. On n'envoie plus les soldats pour occuper. On les envoie pour détruire, mais on les ramène à la maison, comme ils ont fait en Irak, en Afghanistan. Ils laissent évidemment des régimes, des relais. À leur solde. À leur solde. Alors, de sorte à ce que l'on puisse qualifier la chose de ce qu'on veut, sauf d'occupation militaire. Voilà. Alors, le territoire n'est plus un territoire physique, géographique. C'est une toile, un web. C'est l'Internet. C'est une toile. Maintenant, tout le monde est citoyen d'une toile. C'est les fameux citoyens du monde, du grand village, du village mondial. Alors, la population, ça les intéresse plus la culture, l'histoire, les référents identitaires culturels. Tout ce qui les intéresse chez les populations, c'est leur pouvoir d'achat.
Donc, c'est des consommateurs. Donc, avant, on était des peuples avec notre histoire, notre culture, notre langue, nos référents identitaires et culturels. Maintenant, nous sommes uniquement des consommateurs. Et les richesses qui étaient dans le système Terre, des richesses naturelles, pétrole, uranium. Vous savez ce qui se passe au Mali, au Niger, c'est l'uranium. Vous ne cassez pas trop la tête, c'est l'uranium. Parlé, là, Oui. Alors, ce qui était des ressources naturelles, c'est devenu des produits manufacturés. Donc, tous les avantages, tous les atouts sont passés du côté du prédateur. Et nous, on est livrés à nous-mêmes, on est manipulés à tous les niveaux. Oui, mais donc, attendez, pardon. Donc déjà, nous devons vivre avec ce nouveau paradigme, ce nouveau cadre mental de la mondialisation. Donc nous devons nous réapproprier notre territoire, nous réapproprier nos référents culturels identitaires, et le principal d'entre eux, c'est l'islam, justement, l'islam authentique, et nous devons produire et exporter plus que consommer et importer. C'est ça, le... Pardon, M. Boudjounon. Allez-y. Juste, il y a une chose, il y a un point encore, je ne sais pas, qui me vient comme ça à la tête, suite à une émission qu'on a dû faire, vous et moi, il y a peut-être 10 ans, je ne sais plus. Quand on nous envoie ou qu'on nous vende des produits manufacturés, ceci veut dire que nos propres richesses ne valent plus rien, parce qu'elles ne vont pas nous servir nous, mais servir l'autre. Qu'en est-il maintenant d'un point qui a été dépassé? Nous sommes en train de consommer dans une sorte de technosphère. On nous vend, du virtuel, et ça coûte beaucoup d'argent. Bien sûr. Prenez par exemple une tonne de minerai de fer de Luanza ou de Jebel Anko. Une tonne de minerai de fer. Combien ça coûte à l'exportation? 100 dinars, 200 dinars. Mais en retour, vous recevez une voiture d'une tonne transformée. Une voiture qui pèse une tonne de fer et d'acier, mais qui coûte 3 millions de dinars. C'est ça le problème. Voilà. L'arnaque est là. Donc, et le problème, c'est que l'argent des gens, des pays qui nous subjuguent, ces pays prédateurs, c'est un argent créé, qui n'est pas réel. Parce que c'est un système monétaire basé sur la dette. Le monde musulman a besoin de grands réformateurs, à l'image de Melk Ben Nabi, qui est à la base de la renaissance de l'Indonésie et de la Malaisie. Voilà, et moi, si vous permettez, je vais parler un peu de la Turquie, dont a fait allusion le professeur. La Turquie aussi a fait un grand pas ces 15 dernières années, est devenue la 12e économie mondiale, il faut le préciser. Et c'est grâce aussi à un réformateur, tout ce qu'il y a de turc, qui s'appelle Saïd Nursi. Les Turcs l'appellent Badi az-Zaman Nursi, dont j'ai eu l'honneur de traduire quelques livres, et sa biographie, et vraiment qui a fait quelque chose d'extraordinaire voilà, pour la Turquie. Et actuellement, les dirigeants turcs s'inspirent de sa pensée, de ses écrits. Et justement, le titre de notre émission me rappelle un livre qui a été écrit par un penseur irakien, Imad-Din Khalil, qui s'appelle... Non, il est toujours vivant. Je l'ai rencontré l'année passée en Turquie. On m'a dit qu'il était mort. Et il est toujours vivant. Je l'ai rencontré en Turquie. On a pris des photos ensemble. Un livre qui s'appelle Fikr al-Muslim. Reconstruire la pensée du musulman. Et justement, j'ai rencontré Imad-Din Khalil dans un séminaire sur la pensée de Nursi. C'est des rencontres de lecture. Voilà. Et lui, comme c'est un spécialiste de la pensée de Saïd Nursi, il a fait une conférence justement sur comment la Turquie elle a pu, grâce à cette pensée vraiment féconde, une pensée justement qui, Saïd Nursi disait aux Turcs, il faudrait faire abstraction de la politique. Ne vous occupez pas de la politique. La politique vient en dernier lieu. Il faudrait former des gens capables de demain comme a dit le professeur Ben Mekid, si demain on va dire qu'on va établir un État prophétique,
on va trouver un environnement adéquat, un environnement déjà prêt. Donc, il faut préparer le musulman de demain, un musulman qui soit à la hauteur des défis, à la hauteur des enjeux auxquels il va faire face demain. Il y a un exemple de pragmatisme en Malaisie. Par exemple, la forme de gouvernance. Alors imaginez un pays gouverné par un Premier ministre, mais un pays qui se compose de 9 petits royaumes. Parce qu'il y a des rois. Il y a des rois, il y a 9 rois. Je sais. Chaque roi. Les sultanats. Alors 9 sultanats qui composent la Malaisie. Voilà. Et au-dessus de ces sultanats, il y a un parlement démocratiquement élu au suffrage universel. Et ce parlement investit le Premier ministre de pouvoir. Et ça marche. Ça marche très bien. Chaque sultanat il a ses spécificités culturelles, etc. C'est pas une confédération. C'est un pays unitaire, mais qui a pris en considération les paramètres locaux, les spécificités locales. Et il n'a pas fait de plagiat. Le problème, par exemple, pour nous les Algériens, c'est le plagiat. Mahathir a dit, nous ne sommes ni socialistes ni capitalistes, Oui. nous sommes pragmatiques. Parce que l'islam, justement, il est pragmatique. Par exemple, le modèle économique de l'islam, de ce fameux état prophétique, c'est quoi le modèle économique, si on devait l'exprimer en langage moderne? C'est une économie libérale, une méso-économie, parce que comme l'a dit le prophète, rizq, comment dire, La richesse. la richesse, Le bien. les biens dans le monde musulman proviennent de deux choses, l'agriculture et le commerce. 1/10 agriculture et 9/10 de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir entre les deux une méso-économie dont personne ne parle. Tous les économistes vous parleraient d'une macroéconomie, d'une microéconomie, d'une vision tout à fait occidentale basée sur les obligations, donc la dette. La dette fait l'argent et l'argent fait la dette. Donc c'est une grande arnaque basée sur les intérêts bruts. Profit. Donc l'économie musulmane, c'est une économie, celle qui est appliquée en Malaisie, en Indonésie et en Turquie, graduellement évidemment, parce qu'il faut du temps pour sortir de l'ornière de l'histoire. La dépendance. Oui. Voilà, de la dépendance. Donc nous avons des modèles, des paradigmes. Nous avons un paradigme d'économie, un paradigme de liberté, un paradigme d'égalité, un paradigme de fraternité, justice, oui. de justice. Il faut appliquer ces paradigmes. Il faut les appliquer dans le monde moderne. Il faut les rendre contemporains, vivre avec son temps. Et c'est ça ce qu'on n'est pas capable de faire. Pourquoi? Parce que, même si on a des penseurs, Melk Ben Nabi, il est enseigné à Tel Aviv, mais pas en Algérie. C'est ça le problème. Parce qu'on a ici en Algérie des gens plus intelligents. Voilà. Nul n'est prophète en son pays. Voilà. Non, mais attendez, quand vous avez quelqu'un qui se dit un ancien de ses élèves et qui balance, qui est aux antipodes de ce qui a été dit par Melk Ben Nabi et qui persiste, continue justement à utiliser Melk Ben Nabi comme fonds de commerce, je suis désolé, c'est le monde à l'envers. Mais bon, tout ce qui a été dit justement par professeur Belmeki, vous l'avez développé également, c'est très beau. Mais là, un petit moins que rien viendrait vous dire, je suis désolé, nous c'est Qal Allah, Qal Rasoul. Cette conception justement du simpliste. renouveau, simpliste. Élémentaire. Non, c'est un euphémisme. Non, je dirais que c'est alimentaire parce que ça se gobe. Oui, tout simplement. C'est un fonds de commerce aussi. Oui. On a des idées qui viennent et certains ici les gobent. Alors, tout ceci trouve-t-il une origine dans la tradition islamique, Coran et tradition prophétique mêlées? Non, pas du tout. Lorsqu'on est... Non, attendez, non, je ne vous parle pas de la pensée qui vous dit. Je vous parle de cette manière d'agir des Malaisiens, des Indonésiens et des Turcs. Est-ce qu'elle s'appuie quelque part ou un tant soit peu sur justement la tradition islamique? Pour ceux qui vous disent, nous sommes prêts à changer, mais apportez-nous un modèle purement islamique. Mais quel est ce modèle purement islamique qui est le modèle islamique n'est pas une recette qu'on prend comme ça et c'est aberrant. Nous avons parlé plusieurs fois.
justement du système politique islamique. Et on a dit qu'il n'y a pas, certes, il y a ce que le professeur appelle un paradigme. L'état prophétique. L'état prophétique, c'est vrai. Basé sur une vision. Basé sur une vision. Mais c'est normal, mais ça doit obéir aussi à des considérations spécifiques. Le cas de la Turquie n'est pas le cas de la Malaisie. Le cas de la Malaisie n'est pas le cas de l'Iran, par exemple. Le cas de l'Iran, etc. Vous savez pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question? Oui. Je vais revenir sur des points très précis qu'on a pu vivre. Je me souviens au début des années 90, avec tout le changement qu'a connu l'Algérie, il y avait ce fameux parti appelé Le Fils. Bon, je l'appelle nommément à la télévision algérienne, alors qu'il y a beaucoup de journalistes qui disent le parti dissous. On se croirait il a existé, quoi. Oui, non, mais attendez, on se croirait dans Harry Potter. Il ne faut pas nommer Voldemort. À chaque fois, c'est l'innommable. C'est de la bêtise. Donc déjà, il y a une manière de cette politique de l'autruche qui nous asphyxie. Donc il y avait le Fils. Et je me souviens, quand on discutait avec des gens, là, je me rends compte avec le recul du niveau intellectuel de mon pays. Parce que je voyais des gens qui étaient contre ce parti et qui me disaient, par exemple, qu'est-ce qu'il propose, quel est son modèle économique. Donnez-nous des chiffres, comme si l'économie devait se discuter à coups de chiffres, ce qui est de la bêtise. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ni le Front islamique, ni les autres partis dits musulmans ou islamiques ou islamistes, mis à part ce qui s'est fait de manière, mais alors naturelle, en Indonésie et en Malaisie, ou mis à part aussi ce qui a été fait par les islamistes de Turquie, personne n'a présenté un projet de société. On allait, je me souviens, vers une sorte de bâtardisation de l'islam, qu'on le veuille ou non. Alors voilà, on n'a pas de projet bien ficelé, permettre aux jeunes, par exemple, de travailler n'importe comment. Et du coup, du jour au lendemain, on a vu l'émergence, par exemple, de cette mauvaise habitude qui consiste à faire le, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, comme dirait l'autre, le parkinger. Parce que surveillant, parkinger ne se dit pas, c'est un mot inventé. Parce que à l'époque dont vous parlez, c'est comme si on avait reçu un ultimatum divin. Faire un État. Voilà, vous avez un échéancier, vous avez un délai. Il faut appliquer l'État islamique où vous êtes tous réunis, vous êtes tous, comment on appelle ça, appelés à la damnation éternelle. Appelés à aller en enfer. Alors que les pays émergents comme la Turquie, ils ne se disaient même pas qu'on applique la... Parce que l'essentiel, ce n'est pas dans l'appellation. Exactement, c'est dans le concret, c'est dans ce qui est appliqué sur le terrain. Mais croyez-moi, lorsque vous allez en Turquie, vous allez en Malaisie... Vous ressentez l'islam. Voilà, je ne suis pas allé en Malaisie, il y a des amis qui sont allés, et vous ressentez effectivement que vous êtes dans un pays musulman. C'est quoi un pays musulman? C'est la justice, l'égalité, la propreté, le respect entre les gens, le civisme, c'est tout ça, l'éducation, la morale. Idem en Turquie, vous sortez une femme. Moi, je suis allé faire la prière à Istanbul, à la mosquée, comment ça s'appelle, la mosquée du grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est allé conquérir Istanbul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est établi chez lui lorsqu'il est venu à Médine. J'ai oublié son nom, oui. Je suis allé faire la prière de l'aube. À 4 heures du matin, je trouvais la mosquée pleine de femmes. Vous imaginez? Et je demandais à mes amis turcs, est-ce que c'est toujours comme ça? Ils m'ont dit toujours comme ça. Les femmes viennent seules faire la prière. Il n'y a personne pour les... On m'a parlé justement de ce sentiment de sécurité. C'est ça, justement, c'est ça. Donc, par le fameux hadith, c'est ça l'islam, c'est ça le vrai Il y a islam. un exemple concret
qui illustre très bien cette sécularisation des principes de l'islam. Laissons la Malaisie de l'autre côté et allons aux États-Unis. Abu Ayoub al-Ansari, le compagnon qui Ouais, s'appelle. ouais, Voilà. Le mosquée Durant- Ayoubé dans l'appel. Durant les années 60, 68-69, un Américain a emprunté de l'argent à une banque. Pour ach- Il nous reste 2 minutes. Hein, Ouais, donc pour- il faut vraiment Voilà, terminer. pour acheter ça. une maison. Évidemment, il était incapable de rembourser la dette. La banque a saisi sa maison. Il a été en justice. Il était assez mal parce qu'il connaissait le système monétaire américain, il le connaissait à fond. C'est de l'argent créé à partir de rien. C'est-à-dire, le gouvernement demande par exemple 10 milliards de dollars, bons de trésor, billets de banque, la planche à billets démarre. La planche à billets, oui. La planche à billets, c'est un argent qui sort comme ça. Mais alors, pour que cet argent ait une valeur, il faut qu'il y ait une dette. Oui. Donc les gens... Sinon, vous allez soit vers une inflation, Voilà. soit vers une déflation. L'inflation, de toute façon, elle est de mise. Hein. Oui. Inévitable. Inévitable. Alors, il est clairement spécifié dans le contrat que la banque qui a emprunté de l'argent ne possédait pas cet argent. Donc le juge a débouté la banque, il ne lui a pas permis d'expulser le bonhomme. monsieur Dale, D-A-L-E, je crois qu'il s'appelait Dale. Au prétexte qu'elle n'avait pas d'argent à la Bah, base. non, non, parce que dans un contrat, et ça c'est l'islam, dans un contrat, il faut que les deux parties soient propriétaires physiques, réels des valeurs. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى. S'il n'y a pas de témoin pour l'écrire. الأمر للإرشاد, hein, c'est pas une obligation. Oui, mais Rehan, il faut que les deux parties possèdent la transaction. Eh bien, il a prouvé que la banque ne possédait pas cet argent, il ne lui appartenait pas, le juge l'a débouté. Et vous savez comment il a terminé son jugement, le juge? Il a dit, seul Dieu peut créer quelque chose à partir du néant. Voilà. Très bien. Ça, c'est une sécularisation de Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin faktubuh. Très bien. Alors avec cela, amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons avoir réussi à vous donner une idée de ce qu'il faut faire. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.